Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une donnée inconnue au Québec. C'est celui des enfants qui grandissent dans des sectes. Quelle main se tend vers les jeunes qui veulent s'extraire d'un mouvement sectaire? Alors pour en discuter autour de la table, le témoignage de Marie, qui a quitté par 2 fois la communauté fermée où elle a vécu son enfance. Elle nous parlera de peu de ressources qui s'offrent aux personnes qui aspirent à la liberté et du prix fort de cette liberté. Aussi avec nous, Lorraine de Rocher, professeure associée au Centre d'études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke, et Anne-Marie Tappe, religiologue et chercheuse étudiante à la maîtrise en études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Marie. Bonjour Marjorie. Bonjour Lorraine de Rocher. Bonjour. Bonjour Anne-Marie Tappe. Salut! Alors, bienvenue à toutes les 3 à Vivement les femmes. Puis merci déjà de cette belle générosité que vous nous donnez, du temps et du contenu qu'on va avoir pour cette émission avec ce sujet très quand même dramatique et difficile. Par contre, avant de commencer avec vous, Marie, pour le témoignage, je vais d'abord aller vers le livre de Lorraine de Rocher, donc qui est professeure associée au Centre d'études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke, mais également autrice du livre « Ces enfants oubliés » paru en 2022 aux Éditions de l'Homme. Alors, je voulais justement, en début d'émission, donner vraiment la définition du mot « secte » que l'on retrouve dans le livre de Lorraine à la page 49. Donc, je vais la lire pour que on soit vraiment bien imprégné de c'est quoi une secte. Alors, la secte, c'est un mouvement idéologique, religieux ou non, fermé sur lui-même et qui s'oppose à divers degrés au choix des valeurs de la société moderne. La secte demeure donc un groupe religieux minoritaire dont les idéaux sont en décalage avec ceux de la société moderne, qui se situe en marge de celle-ci. Normalement, elle réclame un engagement total de tout instant, ce qui a des incidences importantes sur la vie des adeptes. Alors, je pense que c'était bien de comprendre la définition pour maintenant aller vers Marie, qui va nous parler un peu de témoignage, de raconter votre histoire, comment ça a débuté, et voilà, puis je vais vous aider sans problème. D'accord. Je suis née en 1980 dans un village sur la rive sud de Québec. J'étais la cadette. J'avais 5 frères, avant moi. Je suis née 11 ans après le plus jeune et 19 ans après mon frère aîné. Mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 5 ans. À ce moment-là, mes parents étaient déjà dans la secte et mes frères aussi. Apparemment, dans le passé, ils ne l'étaient pas, mais moi, je n'ai pas connu leur vie d'avant, hors secte. Mm-hmm. Donc, nous vivions dans un endroit relativement retiré, avec une grande forêt à l'avant et un boisé à l'arrière, des voisins auxquels on ne parlait pas, et une famille élargie très proche auxquelles on ne parlait pas non plus. Mm-hmm. Ma mère et moi restions à la maison en tout temps, sans possibilité de sortie. Par contre, mes frères avaient le droit de sortir et mon père aussi, évidemment. OK. Marie, je tiens encore à vous remercier parce que c'est la première fois, je crois, que vous faites votre témoignage Tout à fait. à ce sujet. Donc, on apprécie énormément. Donc, alors, en 2007, vous avez voulu quitter la secte et c'est ce que vous avez fait. Oui, c'était en juillet 2007.
Souvent, on me demande, mais pourquoi tu as décidé de partir? Ce n'est pas très précis dans ma tête. J'avais l'impression que d'une façon ou d'une autre, j'allais finir par mourir ou étouffer en quelque sorte dans ce milieu très fermé. Alors, je suis partie avec mes vêtements. Je me suis trouvé un petit appartement. Je vivais de façon très solitaire. Je n'osais pas parler aux gens. Mais un jour, pour résumer brièvement, j'ai accepté un café de la part d'un homme qui ressemblait aux hommes de ma communauté. Donc, bien habillé, bien coiffé, poli, propre de sa personne. Et ensuite, je me suis réveillée. Je n'ai plus aucun souvenir et je me suis réveillée le lendemain enchaînée dans un sous-sol. Et suite à cela, je me souviens d'avoir été transportée de façon terrestre. J'étais, excusez-moi, j'ai le mot anglais en tête. J'avais un bandeau sur le visage en tout temps. Et on me promenait d'un endroit à un autre afin de répondre à la demande sexuelle de différentes personnes. On m'avait expliqué que le bandeau était nécessaire parce que s'il s'agissait de personnes haut placées en société, donc il ne fallait pas qu'on les voie pour ne pas dire par la suite. Quelles étaient ces personnes? Il y avait beaucoup de violences sexuelles, physiques. Nous étions torturés et drogués aussi. Il y avait d'autres femmes avec moi, mais je ne les ai jamais vues. J'entendais seulement les voix. Et les femmes en question ne parlaient pas français, mais je ne saurais reconnaître les voix en question. Donc, cela a duré quelques années. J'ai essayé de fuir une fois. On m'a retrouvée et ce n'était pas très drôle après. Je suis restée encore un certain temps et j'ai eu une deuxième occasion pour me sauver. Je me suis sauvée, je me suis rasé le crâne et je me suis habillée en garçon, en espérant que cette métamorphose me permette que ces gens ne me retrouvent pas. Par la suite, j'ai vécu un bon moment dans la rue, donc j'ai vécu de l'itinérance. Je dormais sur des bancs de parc et je mangeais dans les poubelles. Par la suite, j'ai réussi à me reprendre en main un petit peu. Je louais des chambres parce que je n'avais pas besoin de signer de bail et je prenais des travaux, comme on pourrait dire, en dessous de la table. Et dès que je me sentais moins en sécurité, je changeais de ville et de village et ainsi de suite. Donc, lorsque vous êtes sortie en 2007, vous vous êtes retrouvée dans ce trafic humain. Oui. Est-ce que c'était encore en lien avec la secte ou complètement différent? Complètement différent. C'était un parfait inconnu qui, je crois, a pu lier rapidement une grande vulnérabilité chez moi. Oui. Et puis ensuite, eh bien voilà, un café, puis je me réveille complètement perdue, enchaînée dans un sous-sol. OK. Lorraine Desrochers, dans votre livre « Ces enfants oubliés », vous dites à la page 13 « De plus en plus d'adolescentes et de jeunes adultes quittent leur communauté et tentent d'exposer au monde ce qu'ils ont vécu. Ce que je sais, c'est ce que vous dites, c'est que la société n'est pas prête à les accueillir. Alors, pouvez-vous nous dire tout d'abord, est-ce qu'on a des chiffres? Pourquoi la société n'est pas prête à les accueillir? Bon, malheureusement, non, on n'a pas de chiffres. Il est très difficile de quantifier le nombre de ce qu'on appelle des groupes dits sectaires. Vous avez parlé tantôt des groupes sectaires. Il y a aussi des groupes que moi j'appelle des groupes totalitaires, où là, vraiment, on exerce un contrôle absolu sur la vie des individus. La frontière avec l'extérieur, elle est très épaisse. J'ai l'impression que Marie était dans ce type de groupe-là. Alors, voyez-vous toute la vulnérabilité, là? Oui. Okay? Je pense que quelqu'un, par exemple, qui aurait adhéré à l'âge adulte, aurait peut-être eu des antennes peut-être un petit peu plus allumées que Marie, qui sortait d'un groupe dans lequel elle avait grandi, dans lequel elle avait été socialisée. Alors, la vulnérabilité, c'est incroyable. Maintenant, la société n'est pas prête à les accueillir parce que on ne sait pas que ces mouvements-là existent. On ne sait pas qu'il y a des enfants qui grandissent dans ces milieux-là. Et lorsque ces jeunes-là ou adultes sortent et racontent leur histoire, bien souvent, on ne les croit pas.
Et malheureusement, il y a même des psychologues qui ont de la misère à croire les histoires des jeunes. Ils ont bien souvent un jargon, un vocabulaire, puisqu'ils ont été socialisés dans le groupe en question. Oui. Donc, ils ont intériorisé une certaine culture. Ils ont leur façon de voir le monde. Et là, s'ils arrivent, par exemple, dans le bureau d'un intervenant ou d'un psychologue, ben, l'écart est trop grand entre ce qu'on comprend de ces groupes-là et ce que cette personne-là comprend du monde extérieur. Oui. Puis, Lorraine, dans vos recherches, qu'est-ce qui a été le constat le plus dramatique à faire à ce sujet? Oui. Pour moi, le constat le plus dramatique, c'est voici quelqu'un qui vit en Occident, dans un pays comme le Canada, dans un lieu comme le Québec, qui ne sait pas ce qui se passe autour et qui a intériorisé une vision du monde selon laquelle cette société-là, elle est totalement mauvaise. Oui. Notre société a de la difficulté. On ne pourra pas dire qu'elle est parfaite, c'est bien entendu. Elle est critiquable à bien des égards, mais ce n'est pas vrai qu'elle est totalement mauvaise. Oui. Ça, pour moi, ça me choque énormément. Et de voir que la personne, du moment où elle est sortie du mouvement, c'est là que le travail commence. Donc, non seulement cette personne-là a ses souffrances, a ses traumatismes, etc., mais en plus, elle doit entreprendre un très long cheminement, ne serait-ce que pour comprendre un peu comment la société fonctionne. Donc, ça, pour moi, c'est assez choquant, de un, et de deux, cette personne-là doit quelque part être resocialisée. Elle doit réintégrer une nouvelle façon de voir les choses, sans pour autant complètement bannir ce qu'elle a reçu, parce que ce n'est pas vrai non plus que dans le milieu sectaire, tout est mauvais. Oui. Il y a quand même des éléments qui sont positifs, mais ça prend beaucoup de temps pour la personne d'un moment donné, faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal, si vous voulez. Oui, oui, tout à fait. Je vais vers vous maintenant, Anne-Marie Tappe. Vous êtes religiologue et chercheuse étudiante à la maîtrise en études religieuses contemporaines. D'abord, dites-nous, c'est quoi une religiologue? En fait, souvent, on peut mélanger ça avec la théologie. Oui. En fait, religiologue, ça vient des sciences des religions. Donc, on observe les religions, les traditions religieuses, les textes et tout ça d'un point de vue scientifique. Donc, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la philosophie et même le féminisme. D'accord, d'accord. Donc, vous dites, Anne-Marie, qu'une secte est quelque chose qui évolue séparément de la société environnante. Alors, toutes les sectes ne sont pas dangereuses. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. En fait, il y a des sectes qui ont réussi dans la vie. D'accord. Ça peut partir d'une idée qui est en parallèle de la société environnante. Souvent, je pense entre autres, à Greenpeace, qui au départ avait la valeur de l'écologie, avait la valeur de... Pourtant, ça venait pas du tout de la société environnante, c'était mal vu. On les traitait de terroristes, on les traitait de... Et pourtant, on a tous un bac chez nous maintenant, parce qu'ils ont été capables de mettre en lumière une certaine problématique. Puis souvent, dans les milieux sectaires, ce qu'on voit, c'est que, ils voient un problème qu'il y a dans la société environnante. Pour eux, c'est quelque chose de majeur comme valeur et eux vont pousser là-dessus vu que c'est très important, ils vont se mettre en retrait à cause justement de cette valeur-là qui pour eux est importante et n'est pas respectée dans la société environnante et ça peut être plein de choses. Ça peut faire évoluer le droit des femmes, les suffragettes, ça peut... Donc, c'est pas nécessairement quelque chose, pour moi, de négatif, une pensée dans ce sens-là. Mais on s'entend que la majorité du temps, c'est parce qu'il y a un isolement qui est fait par le groupe. C'est là que ça peut devenir dangereux. C'est ces chambres à écho-là qui sont dangereuses parce qu'il n'y a plus d'ouverture vers l'extérieur. Oui, tout à fait. Et c'est ce que Lorraine disait aussi, en plus en faisant la différence des communautés sectaires et totalitaires. Si je peux juste compléter le propos d'Anne-Marie, c'est que en fait, ces groupes-là commencent par critiquer la société, ce qui est très bien, il faut la critiquer, la société, mais à un moment donné, il y a comme un genre de dérapage où on émet une critique dure de la société et là, on ne lui pardonne rien. Et on va jusqu'à penser, dans certains groupes qu'on appelle des groupes apocalyptiques, que le monde est si mauvais que Dieu lui-même va le détruire. Donc, il faut voir ça comme un genre de continuum. Quand les gens me posent la question, Lorraine, tel groupe, est-ce que c'est une secte? Je dis tout le temps,
Ça dépend du moment où on pose la question. Mhm. À un certain moment, le groupe peut être très, très fermé, puis peut décider, pour une raison ou pour une autre, de s'ouvrir. Et évidemment, il y a aussi le contraire. Donc, tout dépend du moment et tout dépend du courant de pensée, Oui. du radicalisme, etc. OK. Marie, on revient à vous de 2007 à 2014. Alors, vous étiez hors de cette communauté sectaire Tout à fait. et vous avez pris la décision de revenir. Pourquoi avoir pris cette décision? En fait, c'est un contexte un peu particulier parce que normalement, lorsque nous partons, nous sommes exclus. Nous n'avons pas le droit de revenir. Mais en 2014, j'ai croisé sur la rue une personne faisant partie de mon milieu. Cette personne m'a dit au cours d'un échange, tes parents accepteraient que tu reviennes parce qu'ils sont âgés maintenant. Oui. Disons que malgré mes 43 ans, mon père a 89 ans, donc ça vous donne un peu une idée. Et à ce moment-là, j'ai décidé de retourner parce que la société telle que je l'ai connue ne m'avait pas apporté beaucoup. C'était plutôt une expérience très traumatisante. Oui. Donc, j'ai choisi de retourner chez mes parents pour les aider. Et je pensais à ce moment que ce serait pour le restant de mes jours. J'avais déjà prévu me placer moi-même dans une résidence de personnes âgées à la mort de mes parents. Ah oui, OK. Puis, quand vous êtes revenu, parce que j'aimerais après passer à la question sur les rôles des hommes et des femmes, mais à votre niveau, parce que vous étiez jeune avant, donc quel était peut-être le rôle avant 2007? C'était un rôle de servante. Du milieu d'où je viens, la femme est considérée comme un tapis et peut-être même comme un sous-tapis, si un sous-tapis existe. Elle doit servir d'abord les hommes, donc le père, les frères, être attentive à leurs moindres désirs, demandes, se soumettre entièrement et ne jamais dire non. OK. Donc, alors, vous étiez totalement, complètement pris par ce qui se dégageait dans cette communauté-là. Donc, au niveau de... Vous n'aviez pas de décision à prendre, rien du tout. Puis vos parents aussi ne vous protégeaient pas non plus parce qu'ils sont là-dedans, c'est ça? Non, pas du tout. Et effectivement, on n'a pas le droit. Une femme ne peut prendre une décision et nous n'avions même pas le droit de penser par nous-mêmes. OK. Lorraine, donc j'aimerais peut-être maintenant plus identifier les rôles d'hommes et de femmes au sein des sectes. Bon, premièrement, il faut comprendre que l'intérêt premier d'un groupe sectaire, c'est pas les enfants, ce n'est pas non plus les femmes, puis je dirais même ce n'est pas non plus les hommes, c'est le groupe, c'est la pérennité du groupe. C'est de faire en sorte que le groupe va continuer, que le groupe va tenir dans le temps. C'est toujours ça qui prime. Et pour ce faire, on va utiliser l'idéologie, la croyance, le texte sacré, et on va spiritualiser tout ça. Bon, Marie ne l'a pas expliqué, mais il y avait probablement quelque chose de doctrinal en tout ça, OK? Ça se justifie, tout ça. Bon, maintenant, dépendamment des groupes, on a une quantité de groupes avec diverses idéologies. Bien entendu, il va y avoir une diversité de rôles accordés aux femmes. Dans certains groupes, on va marier les filles très, très jeunes pour s'assurer qu'on ait plusieurs enfants, pour toujours assurer la pérennité du groupe. Dans d'autres groupes, on va spiritualiser la maternité. On va spiritualiser même la relation sexuelle. Et puis, qu'est-ce qu'on vise? On vise la procréation. Et puis, on peut aller, jusque dans certains cas, jusqu'à abuser sexuellement des filles, aussi des garçons, mais toujours au nom de la croyance, toujours justifié par un certain discours religieux. Et ça, c'est très troublant. Parce qu'ici, on appelle le bien mal, on appelle le mal bien. Voyez-vous, dans l'esprit d'une jeune fille qui s'est fait abuser, sous rituel, par exemple, c'est la confusion totale, complètement, parce que jamais on va avoir nommé inceste. On va avoir un jargon pour ça, on va avoir tout un vocabulaire. Et il m'arrive de donner de la formation à des psychologues, c'est une des premières choses sur laquelle je veux qu'ils se penchent, quels sont les mots qui sont utilisés. Si j'ai le temps, j'aurais peut-être un court exemple. Dans un groupe,
au lieu de parler de rapport sexuel, on disait « partager ». Viens-tu partager avec moi? Ben moi, je ne sais pas, là, mais moi, la façon dont j'ai été élevée, partager, c'est très, très loin du rapport sexuel. Tout à fait. Donc, dans ce groupe-là, imaginez-vous, le mot « partager », c'est ça que ça voulait dire. On ne nomme pas les choses telles qu'elles le sont. Mais partager, ben ça a une connotation quand même chrétienne, on pourrait dire. Hein? C'est quand même beau de partager. Alors, il y a une dérive sémantique souvent qui est utilisée. Donc, les rôles, je vous dirais, dans certains cas, on va même jusqu'à spiritualiser les femmes. Il y a des femmes qui vont être considérées comme des déesses. Il y a tout un univers ici. Oui. Mais en tous les cas, en général, là, je vais me permettre la généralisation, les femmes sont inférieures spirituellement, si je peux parler comme ça. Autrement dit, elles ont un paquet de rôles, sauf celui d'enseigner, celui de prêcher, celui d'être une référence sur le plan de l'enseignement doctrinal, etc. Donc, c'est un peu ce que je répondrais là, sur la question du rôle des femmes. Et en extrapolant là, les enfants aussi, c'est l'intérêt du groupe qui va primer sur l'intérêt de la femme ou de l'enfant. D'accord. Marie, on parlait des différents rôles. Est-ce que vous, lorsque vous êtes revenu plus adulte pour vous occuper de vos parents, est-ce que votre rôle avait changé à ce moment-là? Non, pas du tout. J'ai repris mon rôle comme un gars, sachant très bien à quoi on s'attendait de moi. Donc, je suis redevenue mes frères n'étaient plus avec mes parents, bien évidemment. OK. Mais je suis redevenue la servante de mes parents, donc du soir au matin ou du matin au soir, à être à leur service dans les moindres détails de leurs besoins. Prévenir même, j'ai appris toute jeune à deviner à l'avance ce que la personne attend de moi. Donc, ma vie se résumait à ça. Je ne sortais pas sauf pour faire le marché. Et sinon, je m'occupais de mes parents toute la journée. OK. Puis vous avez parlé de vos frères. Est-ce que vos frères sont encore là? Ils étaient là à ce moment-là? Ou... Oui, j'ai laissé 60 personnes derrière moi, oui, incluant mes frères, mes belles-sœurs, mes neveux, mes nièces et mes arrière-neveux et nièces. Quand même. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en milieu sectaire. À ma connaissance, oui. Oui, OK. Lorraine, vous avez parlé du fait que le système de l'État était frileux, que la DPJ avait une réticence à intervenir. Mais pourquoi? Parce qu'on sait quand même qu'il y a des enfants qui se trouvent à l'intérieur, qui sont peut-être, qui ont eu des sévices. Alors pourquoi ce manque d'action de l'État? Bon, la première raison, c'est que ces enfants-là sont isolés. Nous ne vivons pas dans un État inquisiteur. Hein? Au Québec, la loi sur la protection de la jeunesse exige un signalement. Il faut que quelqu'un appelle le directeur de la protection de la jeunesse pour dire, écoutez, il y a peut-être une situation. Et à partir de là, c'est la DPJ qui va faire enquête. Alors, une des raisons, c'est celle-là. C'est tout un défi d'intervenir dans un milieu, mais il n'y a pas de signalement. Mais le problème, c'est que la minute qu'il y a un signalement, il est déjà pas mal trop tard. Oui. Et les intervenants se retrouvent sur les lieux avec 40, 50 enfants. Bien souvent, ces enfants-là ne vont pas à l'école, ou s'ils vont à l'école, c'est la scolarisation à la maison, puis des fois, cette scolarisation à la maison-là n'est pas légale. Ces enfants-là ne côtoient pas les grands-parents si les grands-parents sont à l'extérieur. Et
souvent, il ne côtoie pas le médecin non plus. Mhm. Et dans notre société, l'enfant qui va à l'école, l'enseignant est tenu par la loi Oui. de faire un signalement s'il y a un doute d'un Mhm. abus quelconque, d'une situation de compromission, de négligence ou de mauvais traitement. Mhm. Même chose pour les médecins et les infirmières. Alors, l'enfant est complètement caché du radar de l'État. Oui. Alors, bon, cela dit, je ne pense pas que mauvaise volonté de la part de l'État. J'ai écrit en 2018 avec l'Université McGill, Centre de recherche sur l'enfance et la famille, un guide d'intervention. Oui. Depuis, je donne des formations. On est rendu à peu près 200-250 intervenants en DPJ qui ont suivi cette formation-là. Mhm. Il y a actuellement, en 2022, ça vient tout juste de sortir, l'entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, d'abus physiques ou de négligence grave. Et on reconnaît les enfants qui vivent dans les sectes comme étant des situations particulières, des contextes particuliers. Je pense que le gouvernement n'est pas sourd devant cette situation, mais il s'agit ici, c'est un défi énorme. Oui. Et juste pour terminer, la loi sur la protection de la jeunesse au Québec reconnaît aussi une situation de contrôle excessif comme étant une forme de mauvais traitement psychologique. Oui. Donc, si on met à part les abus sexuels, les abus physiques, les autres types d'abus, n'en demeure pas moins que l'isolement vécu par un enfant de manière grave et continue et le contrôle excessif pourrait être deux façons, deux moyens, si vous voulez, deux motifs de compromission qu'on pourrait retenir ici dans ces cas-là. Mais on ne peut pas sous-estimer le défi que c'est pour le gouvernement. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a des cas quand même qui avaient été signalés? Est-ce qu'il y a quand même des cas qui ont été à la DPJ? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, je suis au courant parce que, je travaille aussi comme consultante. Quand j'ai écrit ce guide-là, écoutez, le ministère de l'Éducation de l'époque, ministère de la Santé et Services sociaux, ministère de la Famille, Commission des droits de la personne ont été avec moi dans ce projet-là. Oui, il y a des cas et c'est peut-être ça qui peut nous réjouir. On n'en entend plus parler ou beaucoup moins. C'est parce que ces cas-là ont réussi à résoudre, à protéger les enfants. OK. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours avec moi, Lorraine Desrochers, professeure associée au Centre d'études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke, et Anne-Marie Tappe, religiologue et chercheuse étudiante à la maîtrise en études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke, et Marie qui nous livre un témoignage sur sa vie dans une communauté sectaire. J'aimerais poursuivre sur l'éducation. Donc, Marie, parlez-nous de comment a été votre éducation à travers les années? Parlez-vous d'éducation scolaire? Éducation scolaire, oui, voilà. D'accord. En fait, c'est qu'au moment où j'étais en âge d'aller à l'école pour la maternelle, disons, il n'y avait pas encore d'école de la communauté près de chez moi. Il y en avait surtout en Europe et aux États-Unis. Donc, j'ai eu une partie de ma scolarité que j'appelle normale. Donc, les gens vont dire, tu as eu accès au monde extérieur. Oui, mais dans certaines circonstances. Chaque matin, avant l'école, mon père m'expliquait ce que je devais faire ou ne pas faire, de ne parler à personne. J'avais un habillement tout à fait inadéquat. J'avais l'air d'une extraterrestre, quelque chose comme ça. Il m'amenait jusqu'à l'autobus. Je montais dans l'autobus. Il prévenait le chauffeur d'autobus que je n'avais pas le droit de parler à personne. J'arrivais à l'école, je faisais ce que j'avais à faire et je rentrais à la maison pour le dîner et pour le souper. Je n'avais pas droit aux cours d'éducation physique ou aux sorties scolaires ou à toute activité dans l'école, activité amusante. J'avais droit seulement aux matières comme, je ne sais pas, français, mathématiques, des choses comme ça.
Et chaque jour, chaque soir, chaque matin, mon père faisait un suivi avec moi. Et même si j'avais accès à l'extérieur, je n'aurais jamais osé Oui. franchir les barrières que mon père m'imposait. OK. Donc, vous étiez à l'intérieur du vrai système d'éducation Pendant au Québec quelques années, oui. pendant quelques années. J'aimerais vous entendre, Anne-Marie, sur le fait que les jeunes qui sortent, est-ce qu'ils sont au même niveau que les autres jeunes au niveau éducatif? Et aussi, je pense qu'il y a des communautés aussi sectaires où l'éducation est complètement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vers l'extérieur. Est-ce que vous avez... Oui, absolument. Bon, il y a certains enfants qui peuvent aller à l'école publique, qui, côtoient les autres dans la classe, mais qui ont quand même une séparation avec les autres qui, elle, est plus psychologique, si je pourrais dire. Oui. Donc, et non pas géographique, qui font l'école à la maison et tout. Et ça, justement, ça peut aider à briser cette chambre à écho-là. Donc, c'est pourquoi souvent les parents ne vont pas aller vers cette solution-là, surtout si c'est possible d'avoir l'école à la maison ou l'école directement, même le bâtiment qui sert justement pour donner tous les messages qui sont plus religieux ou qui font partie de la secte. Pour ce que moi, j'ai observé, Oui. des témoignages que j'ai eus et des lectures que j'ai faites, c'est pas le même degré d'éducation dans la mesure où, à l'intérieur de cette éducation-là, où il y a le français, les mathématiques, certaines matières de base, il y a aussi introduction de la doctrine du groupe. Oui. Donc, on va utiliser au niveau des personnages, ça va être les personnages importants de ce groupe-là. Ah bien, un tel va au marché, ci, ça, puis il rencontre. Donc, ça va être eux qui vont être mis en situation afin de garder toujours le sujet vers l'intérieur. Également, ça peut être bon de faire des prières pendant la journée, de faire des questions-réponses par rapport à la doctrine. Ils vont être notés académiquement là-dessus. Donc, ça peut vraiment différencier d'un groupe à l'autre, mais c'est sûr que c'est pas de ce que j'ai vu, c'est pas le même niveau à la sortie, surtout quand l'éducation est faite à l'intérieur du groupe. Du groupe, oui. Puis, parce que lorsqu'ils vont à une école publique normale, si on peut dire ça comme ça, mais l'école ne réagit pas, ne peut pas porter un signalement, Lorraine? Oui, elle pourrait. Encore faut-il qu'elle ait quand même soupçon. Oui. C'est pour ça que moi, je parle toujours d'isolement. Parce que l'isolement, comme vient de dire Anne-Marie, n'est pas uniquement physique. Oui. Clairement, ce que vient d'énoncer Marie, clairement, elle était isolée même si elle fréquentait l'école publique. Oui. Bon, je ne sais pas, là, à l'époque où elle fréquentait l'école, si la notion d'isolement faisait partie de la loi, mais présentement, elle fait partie de la loi. Okay. Donc, c'est pour ça, de l'extérieur, bien souvent, c'est difficile de savoir est-ce que le jeune, est-ce qu'on est dans une situation d'abus sexuel. Violence physique, c'est clair, c'est beaucoup plus facile à percevoir, mais en tous les cas, sur le plan psychologique, on a quand même l'isolement social et le contrôle excessif. Oui. Donc, voilà. Puis, on se pose aussi la question de ces enfants qui ont vécu dans ces communautés-là, qui n'ont pas vu de modèle de parents sains. Comment ils font, eux, pour devenir parents? Ça semble difficile lorsqu'on n'a pas de modèle autour de nous. C'est clair. Écoutez, c'est un défi. J'ai en fait entendu quelques témoignages à cet effet. Ouais. Une dame, entre autres, qui dit « J'ai mes enfants, je les amène à l'école, mais moi, je n'ai pas vécu ça, je ne sais pas trop quoi faire. » Et puis, dans son cas, elle se fiait beaucoup à son conjoint pour essayer, puis elle prenait des cours. C'est sûr qu'aujourd'hui aussi, avec Internet, on peut peut-être se faire aider à ce niveau-là. Il y a Jean-Michel que j'ai rencontré dans mon livre « Ces enfants oubliés ». Oui. Et ici, il y a une phrase, puis ça vaut la peine qu'on le cite. Il dit « L'enfance, je ne la comprends pas en ce moment. » Il parlait, en fait, et il me racontait que sa conjointe était enceinte. Oui. Puis il disait « Je ne sais pas comment je vais réagir parce que l'enfance, je ne la comprends pas en ce moment. » Il n'y avait pas de notion d'enfance parce que lui considérait qu'il n'avait pas vécu d'enfance. Donc, c'est sûr que c'est un défi. Cela dit, c'est un parmi d'autres. Oui. C'est un parmi d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup de défis à la sortie parce qu'il n'y a pas assez de gens au fait de ces situations-là. OK. Puis, Marie, vous êtes sortie en 2022
Oui, à l'été 2022. L'été 2022, donc ça fait pas très longtemps. Puis, quelle main tendue que vous avez eue? Comment vous êtes arrivé à ressortir une deuxième fois de cette communauté? Ben, en fait, il y a eu un contexte familial qui m'a plutôt exclue de la communauté parce que je m'occupais de mes parents à la maison, mes parents vieillissaient et ma mère faisait des chutes. Mhm. Donc, bien sûr, elle ne voulait pas aller à l'hôpital, mais en soupçonnant une fracture, je n'ai pas le choix que d'appeler l'ambulance pour qu'elle aille à l'hôpital. Et donc, à ce moment-là, j'étais complètement épuisée, je dormais plus, je mangeais plus. C'était totalement infernal. Et on amène ma mère à l'hôpital. Ensuite, on me rappelle quelques heures après ou le lendemain pour me dire on vous renvoie votre mère, il n'y a pas de fracture. Alors, j'ai osé demander de l'aide, ce qui est interdit. J'ai dit écoutez, je vais bien reprendre ma mère, mais est-ce que vous pouvez m'aider un peu parce que je suis complètement épuisée? Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait le nom d'un de mes frères inscrit au dossier de ma mère. Donc, en quelques heures à peine, mon frère est allé à l'hôpital chercher ma mère pour aller la porter chez un autre de mes frères. OK. Il s'est envenu ensuite dans la maison familiale où je m'occupais de mes parents, où il y avait mon père. Et il m'a dit simplement, toi, tu t'en vas. Mhm. Donc, je suis partie avec les vêtements que j'avais sur le dos ce jour-là. OK. Alors, je posais la question à Marie, quelles étaient les mains tendues, puis j'aimerais maintenant, Anne-Marie, que vous nous parlez de l'organisme Nouvelles Racines, qui est encore peu connu. Donc, quelle est sa mission, puis est-ce elle est une main tendue aux jeunes? Oui, absolument. Nouvelles Racines qu'on peut trouver sur nouvelleracines.org, en fait, c'est d'offrir un espace sécuritaire où chaque personne qui se déconvertit ou se pose des questions sur sa religion peut librement parler, se questionner et être entendue sans jugement ni de valeur, ni juger l'histoire que la personne raconte finalement, qu'elle dit. Ça encourage, ça soutient le pouvoir d'agir. Ça valide puis ça aide à outiller aussi la personne à pouvoir reprendre en main sa propre vie, ou ne serait-ce que pour les gens qui veulent rester dans leur communauté d'appartenance, mais qui ont certains accrochages avec certaines valeurs qui appartiennent à leur communauté. C'est d'offrir un espace où ils ont le droit de se poser ces questions-là, puis ils ont le droit de voir qu'est-ce que dans la société, justement, on offre comme solution par rapport à ça. OK. Donc, les gens peuvent vous appeler. Vous avez un service d'accompagnement? Oui, via le site Internet, justement, que je viens de vous nommer, nouvelleracines.org. Il y a des fins de semaine, parfois, qui se font. Il y a plusieurs activités. Il y a plusieurs partenaires aussi. Lorsqu'une personne quitte un milieu religieux, qu'il soit sectaire ou non, souvent, c'est de pouvoir entrer dans la société environnante. Puis ça prend énormément de courage pour faire ça. Parce que, veut pas, la personne a été entraînée, si je puis dire, à penser que tout ce qui est à l'extérieur de sa communauté, c'est le mal. C'est le Satan. Il y a une polarisation incroyable entre le nous et le eux. Ça, c'est continuel dans les discours, toujours, toujours. Donc, le fait de prendre son courage pour sortir, là, on se retrouve dans le eux. Ce qui est censé être le mal. Et justement, on peut avoir peur quand il y a des mains tendues qui arrivent aussi. Bon, est-ce que c'est pernicieux? Est-ce que c'est pour aider? Puis c'est ça, il y a plusieurs partenaires avec Nouvelles Racines, entre autres Dress for Success, qui offre, lorsque les femmes veulent aller passer des entrevues pour se trouver un travail, leur donne du linge, leur donne des habits de travail par la suite quand ils sont engagés. Donc, ils peuvent avoir des vêtements pour toute la semaine pour continuer. Nouvelles Racines aussi comme partenaire, les Oitiers. Il y a vraiment, vraiment plusieurs partenaires qui se sont mêlés à ça, qui ont trouvé que c'était une cause importante. Puis, voilà, il y a de l'accompagnement qui se fait. C'est tout nouveau, comme vous dites. Donc, il y a encore certains trucs à retravailler, mais c'est très organique. Les gens qui la composent disent où il y a le besoin. Et justement, il y a plusieurs personnes qui sont dans le CA
qui se sont sortis de religion ou de milieux sectaires et qui disent j'aurais aimé avoir ça, juste pour pouvoir parler, juste pour pouvoir verbaliser le problème, verbaliser d'où je viens, puis pas être jugé par rapport à ça ou penser que c'est tout à fait farfelu ce que je raconte, que limite j'ai un trouble psychologique et que je dois être soignée pour ce trouble psychologique-là qui est d'inventer des trucs. Oui, donc il y a cette organisation qui est, en tout cas, qui est vitale, hein, mais il n'y a pas vraiment d'autres services qui pourraient venir en aide. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que un jeune qui voudrait sortir, qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il ferait là? Quelle action doit-il prendre? Au niveau des adolescents, je ne sais pas ce qui est mis en place parce que là, ça vient des lois sur les personnes mineures. Donc, c'est toujours un peu plus difficile de ce côté-là. Pour les adolescents, souvent, c'est quand ils ont des contacts avec l'extérieur grâce aux réseaux sociaux, ou grâce à la télévision ou grâce au cellulaire. Donc ça peut les aider, puis sont beaucoup plus habiles, justement, avec les réseaux sociaux puis Internet lorsqu'ils ont accès. C'est ça, oui. Lorsqu'il y a un accès. Mais voilà, je sais qu'il y a ça ici. Sinon, en français, je n'en connais pas d'autres parce que du côté anglophone, il y en a. Dans le reste du Canada, il y en a, mais côté francophone, moi, j'en connais pas. Oui, Lorraine, vous vouliez ajouter, oui. Oui, il y a quand même InfoSec qui offre un soutien. Oui. Ils ont des groupes de soutien, tant pour des personnes adultes, c'est-à-dire qui ont adhéré à un groupe en tant qu'adulte, versus quelqu'un qui est né ou qui a grandi dans un lieu sectaire. Et pour moi, il y a une différence fondamentale entre les deux. Je ne sais pas si la déconversion fonctionne vraiment, c'est quelque chose d'applicable dans le cas des jeunes ou des personnes qui ont grandi dans ces milieux-là. On est dans une autre dynamique, je pense. Et ici, je pense que ça prend vraiment des professionnels qui sont vraiment formés, qui comprennent bien le rôle de l'idéologie puis l'impact du radicalisme, de l'extrémisme dans le cas de la construction identitaire, dans le cas du développement de l'enfant. Là, tout se mélange. L'enfant grandit, devient adolescent. Il est socialisé dans un milieu extrême, exactement comme Marie nous l'a expliqué. Puis il faut que les professionnels comprennent cet impact-là, peu importe la doctrine. Alors, moi, je fais une petite différence entre les deux, là, juste pour ajouter un petit peu pour la question des enfants. C'est ça, on n'est pas encore arrivé, je pense. Je salue quand même l'initiative de Nouvelles Racines, mais je pense que ça prendrait quelque chose de spécifique juste pour les personnes qui ont grandi qui ont eu leur enfance. On n'est pas tout à fait à la même place. Oui, tout à fait. Absolument. D'ailleurs, vos recherches sont portées beaucoup plus sur les enfants et l'adolescence. Oui. Les adolescents aussi. Je mets ça ensemble. Oui. OK. Marie, c'est que, le livre de Lorraine, Ces enfants oubliés, paru en 2022 aux Éditions de l'Homme, a été pour vous une bouée de sauvetage. Alors, comment, parce que est-ce que ce serait une main tendue aussi dans le sens pour vous reprendre ou bien reconnaître, que vous soyez reconnu? Alors, dites-moi pourquoi ça a été une bouée de sauvetage. En fait, moi, dès ma première sortie, j'étais tout de suite allée, je me cherchais une carte de bibliothèque. Je suis une très grande lectrice. La lecture, pour moi, est ma porte de sortie, ma façon d'apprendre et ma façon de survivre aussi. Donc, après ma deuxième sortie, donc en 2022, j'étais allée dans ma bibliothèque de quartier et je suis tombée un peu par hasard sur le livre de Lorraine, Ces enfants oubliés. Je l'ai ramené chez moi, je l'ai lu. Je l'ai lu d'une traite. Et quand j'ai eu terminé la lecture, la réflexion qui m'est venue, c'est « ce livre me comprend ». Et c'était la première fois de ma vie que je me sentais comprise par quelque chose ou quelqu'un. Enfin, un livre n'est pas une personne, mais vous comprenez. Alors, suite à cela, j'ai contacté Lorraine par courriel et nous sommes restés en contact par la suite. J'ai souvent relu le livre en question parce que c'est mon livre de chevet. Et à chaque fois, c'est le même sentiment, ce livre me comprend. Parce que sinon, c'était toujours l'incompréhension totale. Et tantôt, nous parlions des intervenants. J'ai eu à me faire hospitaliser récemment parce que je ne fonctionnais plus très bien. Et ce qui était difficile pour moi, déjà, je passe par-dessus le fait que je ne suis pas censée aller consulter à l'hôpital. Je me suis présentée aux urgences 5 fois en grande détresse. On m'a renvoyée chez moi. Quand on m'a finalement hospitalisée, à chaque fois que je rencontrais un nouvel intervenant, oui, mais vous êtes la première. On ne sait pas trop quoi faire. Et même quand je parlais de documents, notamment les livres de Lorraine qu'il y a sur la question,
Je ne sentais pas un intérêt particulier. Oui. Vous êtes la première. On n'en rencontre pas. Mhm. Et voilà. Mhm. Vous avez accepté de faire ce premier témoignage. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter? Auparavant, j'ai déjà eu certaines demandes. D'une part, je me sentais pas très à l'aise, mais d'autre part, c'est que je pense que maintenant, je suis arrivée à un autre stade de ma vie Mhm. où je me sens quand même un peu plus forte et plus sûre de moi. Mhm. Donc, c'est surtout ça qui m'a incitée à accepter. Oui. Puis comment est votre état psychologique maintenant? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Non, mais pendant l'entrevue ou en général? Non, en général, je dirais à ce moment de votre vie. Aujourd'hui, je vais relativement bien. Oui. J'ai plusieurs personnes dans ma vie pour l'aide, Mhm. que ce soit psychiatre, thérapeute, psychoéducateur, psychothérapeute. Et justement, il y a quelques jours, j'ai rencontré 2 personnes différentes et les 2 m'ont fait le reflet. Tu n'es pas du tout la même personne que lorsque nous avons eu notre première rencontre avec toi. Mhm. Tu fais vraiment de très gros progrès. Mhm. Donc, j'étais bien contente et de moi-même, j'ai fini par réaliser qu'effectivement, en quelques mois seulement, j'ai beaucoup cheminé. Oui, oui. Lorraine, donc, vous avez vraiment le témoignage là que votre livre était nécessaire. Dites-nous comment l'idée vous est venue. Premièrement, je dois dire que même si je l'avais écrit juste pour Marie, je pense que ça valait la peine. Oui. J'ai été extrêmement touchée par son témoignage. On s'est vu en visioconférence et c'est la première chose qu'elle m'a dite. Mhm. On travaille fort, je dois dire, sur ce sujet-là. Puis quand j'ai des témoignages comme ça, mais je me dis c'est correct, on va continuer. Pourquoi? Pourquoi c'est très, très simple? Mhm. C'est parce qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de recherche. Oui. Je disais tantôt à la blague avant d'entrer, chaque fois que j'ai des étudiants, j'essaie de les stimuler, de les sensibiliser. Il y a un besoin énorme de recherche, mais de recherche appliquée. Les intervenants ont besoin d'être formés. Il y a d'énormes besoins à tout point de vue. C'est pas très compliqué, là. Il faut que les gens sachent que ça existe. Ouais. Ce sont des phénomènes qui existent chez nous, de l'autre côté de la rue. Mhm. C'est ici, c'est présent. Ouais, ouais. Donc, je sais qu'il y a toutes sortes de choses présentement dans les journaux, puis ce sont toutes des situations extrêmement graves, mais celles-ci aussi, Mhm. ce sont des situations graves. Alors, pourquoi? C'est parce que j'ai essayé, je pense, de remplir un vide. Oui. Pour moi, c'est ma petite goutte dans l'océan de tout ce qu'il y a encore à faire sur cette cause-là, mais même si c'est de la recherche, je pense que ça se ressent. C'est aussi une cause pour moi. Oui. Donc, et c'est ça, ce sont des enfants oubliés. Puis j'essaie qu'on les oublie moins. Oui. C'est un petit peu, entre autres, mon objectif. Mm. Lorraine Desrochers, j'aimerais maintenant qu'on parle des défis particuliers après un parcours dans une secte. Oui, bien c'est ça. Pour quelqu'un qui est né ou qui a grandi dans ce milieu-là, je pense qu'on n'a pas arrêté de le dire depuis le début, il s'agit d'une micro-société qui est bâtie sur un contre-modèle de la société extérieure. Donc, bien sûr, en premier lieu, l'organisation de base, c'est difficile, mais les relations sociales, c'est difficile. On ne sait pas trop comment se comporter avec quelqu'un de l'extérieur, duquel on a toujours dit que cette personne-là nous voulait du mal ou qu'elle représentait Satan ou autre, OK, mais Oui. dans tous les cas, elle représente quelque chose de négatif. Prendre des décisions,
c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais appris à prendre des décisions. Souvent, avec un enfant d'1 an ou peut-être un petit peu plus vieux, là, 2 ou 3 ans, on lui demande « OK, qu'est-ce que tu veux porter aujourd'hui? » Mais ici, on a quelqu'un qui a 25, 30, 40 ans qui n'a jamais appris à prendre une décision. Évidemment, il y a des gros enjeux au niveau de la détresse psychologique, bien entendu, et la reconstruction de l'identité. On parlait des femmes, OK, qu'est-ce que ça veut dire être une femme libre? Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Faire des choix pour son propre corps, apprendre et choisir un nouveau rôle à l'extérieur de la secte, c'est énorme. Et parfois, il y a des personnes qui sont très valorisées à l'intérieur de la secte, qui ont un rôle important, ils arrivent à l'extérieur, ça ne vaut plus rien. OK, il y a ça aussi. Et je dirais, ce qui est probablement le plus difficile, c'est de découvrir le monde, d'essayer de mettre les peurs de côté puis de le découvrir. Parce qu'au bout du compte, je pense que ce qu'il faut comprendre, que ces jeunes-là doivent comprendre, c'est que le monde n'est pas totalement mauvais, n'est pas totalement bon non plus. Oui. C'est plein de nuances et c'est la seule chose qu'un jeune n'apprend pas dans sa vie, c'est la nuance. Il grandit dans un milieu où tout est noir et tout est blanc. Et d'après moi, pour arriver à vivre dans une société moderne, il faut pouvoir nuancer puis il faut discerner. Donc moi, je dirais, peut-être, je finirais comme ça, les gens, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui a grandi dans un groupe sectaire comme ça, écoutez-le. Voyez-le comme quelqu'un qui a quelque chose à apprendre. Et peut-être que vous allez critiquer un petit peu moins notre société. Vous allez peut-être l'apprécier un peu plus. Merci. Anne-Marie, j'aimerais qu'on montre qu'il y a des histoires de succès aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, absolument. Il y a plusieurs personnes qui se sont sorties de milieu sectaire et qui vont parler sur la place publique, puis ça aide les autres à pouvoir, reconnaître leur propre histoire, se reconnaître en l'autre et parfois même donner l'espèce de poussée que ça prend pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir en parler à notre tour puis arrêter une espèce de cercle de violence. Je pense entre autres à Pénélope Herbert, qui est une ancienne témoin de Jéhovah, qui a quitté la secte quand elle avait 18 ans. Puis elle y est retournée, elle a requitté. En fait, elle est à l'origine du premier recours collectif contre les témoins de Jéhovah qui a été fait. Okay. Puis elle a contribué à abolir le délai de prescription, permettant aux victimes d'abus sexuels de revenir contre leur agresseur 40, 50, 60 ans plus tard. Ouais. Aujourd'hui, elle est maman de 2 beaux enfants, elle est propriétaire d'une entreprise. Donc, malgré tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a passé au travers, elle continue de construire finalement une sortie qui serait plus adéquate pour les autres et en fait pour toute personne qui s'est fait agresser sexuellement aussi, en plus de son rôle de femme d'affaires et de maman. Je pense entre autres aussi, il y a Corinne Leroux, qui est une ancienne femme de pasteur. À l'âge de 30 ans, elle a changé sa vie complètement. Sur les réseaux sociaux, il y a Coco's Journey qui existe et elle donne des trucs en fait qu'elle a trouvé pour sa propre vie. Donc ça s'applique à elle, mais ça peut s'appliquer à d'autres aussi. Entre autres, comment remplir un trou dans un CV alors que tu n'as pas travaillé pendant 30 ans dans une entreprise ou quoi écrire. On a également une autre qui a dû quitter un milieu sectaire où elle avait justement un rôle important il y a environ 20 ans. Elle a fait des études universitaires, un baccalauréat, entre autres en sciences des religions. Actuellement, une maîtrise au Centre d'études du religieux contemporain. Elle est religiologue et elle vous parle en ce moment. Ah, merci. C'est très touchant. Merci Anne-Marie. Donc, Marie, avez-vous des mots d'espoir pour d'autres que vous auriez aimé dire? On arrive à la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Si par hasard tu écoutes un jour ce témoignage, que tu sois dans une secte ou que tu en sois sorti, sache simplement que tu n'es pas seul. Oui. Merci. Et que tu as une force intérieure incroyable. Oui. J'ai un petit passage que j'aimerais lire du livre que j'ai beaucoup aimé, le livre de Lorraine Desrochers, Ses enfants oubliés. Alors, pour terminer, c'est Dave qui est dans le livre. Alors, j'aurais tellement aimé qu'on me laisse être un enfant normal, comme tous ceux qui m'entouraient à l'école. Demander à un enfant de ne pas côtoyer d'autres jeunes qui ont des opinions contraires est tout à fait ridicule. Ce fut tellement difficile de toujours être à part des autres,
subir une pression continuelle à l'école, quelle torture pour moi. J'aurais aimé ne pas vivre avec l'image et la pensée que tous ceux qui m'entourent, qui ne sont pas du groupe religieux, seront bientôt détruits. Être élevé avec le principe que les différentes idées de religion, de croyance méritent la destruction éternelle, mais tout à fait incompréhensible. J'aurais aimé qu'on me donne le temps pour être un enfant. Alors, ceci met fin à notre émission. Donc, merci à toutes les trois vraiment pour ce moment généreux. Donc, on a appris et puis on a pu vulgariser sur le sujet. Donc, je voudrais rappeler que mes invités sont Lorraine Derocher, professeure associée au Centre d'études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke et aussi autrice du livre « Ces enfants oubliés », Anne-Marie Tappe, religiologue et chercheuse étudiante à la maîtrise en études du religieux contemporain et bien sûr, Marie qui nous a livré un si touchant témoignage. Et merci à toute mon équipe. Alors, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un beau rendez-vous la semaine prochaine.